Madame, Monsieur, bonsoir. Il nous manque un membre important, un éminent membre du Parti communiste, du journal Justice, arrêtons, Michel Bronchy. Pourquoi vous rigolez comme ça, Monsieur Galliot? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas vous empêcher. Gérard Longuet ne peut pas s'empêcher, un membre du Parti communiste disant dans sa tête, le seul qui reste. Tu es beaucoup plus méchant que moi. Ça, c'est méchant. Comment va le progressiste? Je ne suis pas le seul militant qui reste. Vantard. Comment va Eddie Marajo? Ça va. Bien. Ça va. Qu'est-ce qui est en préparation? Le Business News? Les 500 noms du pouvoir. Les 500 noms du pouvoir. J'espère que nous tous les trois y serons. Vous y êtes tous. Les 500 noms du pouvoir local. Oui, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Oui, nous parlons de nous-mêmes. Pour parler de nous-mêmes, je te laisse traiter complètement le sujet du redressement judiciaire de France Antilles. Pas tout à fait France Antilles. Oui, la société qui est une société du groupe Guyane Média. Vas-y, Antilles Guyane Média, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, c'est que bon, on est en redressement judiciaire parce que la situation est que il faut redresser la barque. Le bateau a pris un gîte un petit peu sérieux et qu'il faut le redresser. Pour le redresser, il faut du monde pour aider à le redresser. Ça s'appelle administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, qui vont regarder quels sont les plans de redressement proposés par la direction, ils vont les valider, vont les accompagner, vont arbitrer sur ce qu'ils estiment nécessaire d'arbitrer. Et France Antilles a une période d'observation de 6 mois pour pouvoir le faire. Au cours de cette période de 6 mois, il faut savoir qu'il y a un rapport d'étape qui doit être fait par l'administrateur judiciaire devant un tribunal de commerce. Et ce rapport d'étape permettra de savoir si oui ou non, au bout de 6 mois, la situation est viable et il n'y a pas de souci, ou si il faut peut-être déjà envisager une prolongation. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Pour le moment, pour redresser le bateau, il y a un plan d'économie, quelles sont les mesures, comment la société, comment le bateau peut naviguer avec, et comment il peut naviguer en étant allégé, c'est-à-dire qu'il y aura un plan de sauvegarde de l'emploi, dit plan social. Un plan social. Et il faut, avant de définir combien... Qui implique des licenciements. Oui, ça implique des départs volontaires. C'est la première étape. Départ volontaire et... Combien de personnes? 30 à 50? On n'a aucun chiffre. Je ne sais pas qui sort les chiffres. Il n'y a aucun chiffre pour le moment. Vous êtes à combien d'employés? 200? La société France Antilles Martinique, qui aujourd'hui est en redressement judiciaire, a sur son panel électoral, je me réfère à ce panel électoral. Imprimerie, journalistes, c'est-à-dire les journaux de France Antilles, l'imprimerie, les services administratifs, comptabilité, Guyane, imprimerie, comptabilité, etc. On doit être un peu plus de 210. Voilà, 210, 215. Ouais. Combien vont être concernés par ce plan social, ce plan de sauvegarde, ce plan de départ? On n'en sait rien. Simplement, on peut imaginer raisonnablement qu'il n'y aura pas que 10 ou 15 personnes. Il y aura un peu plus. Ceci parce qu'il faut d'abord définir la viabilité des services et à combien ça peut tourner à moins de postes. Donc, il s'agit d'abord de suppression de postes. Suppression de postes sur... On va regarder où on supprime les postes et qui est concerné. Et puis mettre au point les critères de choix de ceux de départ. Quoi. Et puis les conditions de départ. Le principe du plan social. Le licenciement, de toute façon, le point de départ, c'est les conditions de licenciement économique, mais s'il n'y a pas suffisamment, ou si on ne trouve pas les choses, de toute façon, il y aura des licenciements économiques. Dans le panel complet, il y aura des licenciements économiques. Des mises à la retraite, des départs volontaires. Des départs volontaires. Voilà, les mises à la retraite, le type de la retraite, il est à la retraite, donc il n'entre pas dans le plan. Simplement, il n'y a pas de remplacement. Celui qui doit partir à la retraite, là, il n'y a pas de remplacement. Il peut y avoir des retraites anticipées. Il peut y avoir des retraites anticipées, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement. Mais ceci dit, les choses sont assez strictes au niveau. C'est pas aux spécialistes du droit que je vais apprendre. Vous avez une idée de l'endettement? Plusieurs millions d'euros, dit-on. Oui. J'ai vu des chiffres de 1 à 4 millions. Ça me semble un panel trop large. De 1 million à 4 millions. Ça va très vite. L'endettement de France Antilles, c'est bon. On est une société de presse. Aujourd'hui, rares sont les titres qui ne soient pas en difficulté. Absolument. Bon. Ça, on est en situation de monopole. Moi, j'ai plutôt tendance à dire nous sommes les seuls. Mais c'est pas parce que nous sommes les seuls, nous ne sommes pas touchés par la crise. La crise, ça porte sur quoi?
ça porte sur les coûts, ça porte sur les charges, ça porte sur la réduction des recettes. Réduction des recettes veut dire Moins de ventes. moins de pubs, moins de Moins de ventes. ventes. Bon. Mais les charges sont là. Mais il y a un moment, le bateau, disons, il n'y a pas assez de charbon pour faire avancer la machine. Les charges restent les mêmes puisqu'elles avaient été calibrées pour une époque où vous vendiez beaucoup plus et vous aviez un portefeuille. On a la chute des ventes, en réalité, c'est une chose, ça coûte. Mais cette chute de vente, en réalité, c'est pas le gouffre. Par rapport à 2008, oui, on a perdu en vente. Et cette chute de vente, on nous a pas fait chuter de la montagne Pelée jusqu'à Saint-Pierre. On est sur une pente, on arrive à se maintenir un tout petit peu, mais on n'est pas. Il y a courbe ascendante, n'existe pas là, elle n'est pas visible pour le moment. Voilà. Vous êtes tous les trois, nous sommes tous les quatre des membres de la presse écrite. Comment un système démocratique peut-il fonctionner avec une presse qui soit est en difficulté économique, ou soit dépend étroitement des pouvoirs, puisque vous savez que les aides à la presse sont discrétionnaires. Ce n'est que récemment qu'on arrive à savoir combien on donne aux journaux. Je parle des groupes importants. Hein. Comment peut-on faire fonctionner une démocratie avec une presse libre financièrement et par là même libre démocratiquement? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Daniel? Une presse libre, enfin, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire une presse libre. On n'est jamais totalement Qui ne dépendent libre. pas des groupes de pression, qui ne dépendent pas voilà. des lobbies, qui ne dépendent pas du pouvoir, Oui, qui ne dépendent pas de l'argent. Quand il y a financement, il y a forcément, j'allais dire, sans aller trop loin, restriction de liberté. Ton journal est un journal militant, Mon journal est un journal complètement militant, pris en c'est charge pas pareil. par le parti et puis par quelques ventes. Et puis, il faut dire que le personnel qui s'occupe du journal, ce sont des bénévoles. Ils ne sont pas du tout rémunérés. Bon, donc, du côté de ces charges-là, on évacue. Les charges qu'il y a, c'est des charges d'impression, de fabrication. Mais si le parti n'est pas derrière, le journal meurt. C'est évident. Et comment peut-on imaginer qu'il existe des groupes de pensée, la pensée PPM, bon, la pensée informative, bon, la pensée d'affaires, qui ne puissent pas exister comme une sorte de service public nécessairement pris en charge? Comment on n'est pas arrivé à comment la société n'est pas arrivée à ça? Non, je pense qu'il ne faut pas arriver non plus. Il faut scinder deux choses. Je pense qu'il faut scinder le service public d'information. Ça me semble fondamental. Voilà, c'est de ça que je parle. Chacun de nous doit contribuer à travers ses impôts, à payer un service public d'information. Bon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis, il y a autre chose qui est la pluralité d'opinion, la pluralité d'expression de l'opinion. Ça, je pense, moi je suis partisan de financer aussi à travers nos impôts la liberté d'expression. Voilà. Alors, la première... C'est exactement. La première garantie... Je ne rêvais pas parce que nous sommes en phase. Non, mais je veux dire, il ne faut pas rêver. Oui, on ne va pas y arriver. J'ai compris, d'accord. On est d'accord. Pourquoi? Je pense qu'il faut expliquer ça. La première, elle est nécessaire à notre vie quotidienne. Je veux dire, si on ne sait pas que tel truc est fermé ou qu'il y aura grève, on perd du temps, on perd de l'argent et ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le service public d'information, sur les élections, sur tout, sur notre vie quotidienne et l'information, l'actualité. Bon. Maintenant, le reste, c'est comment se forger une opinion. On ne va pas se forger une opinion avec les avis d'obsèques ou avec la météo. Bon, ok. Comment se forger une opinion avec justement cette presse d'expression. Et se forger une opinion, c'est préserver sa liberté. Or, c'est à nos élus, tout simplement, à nos élus, aux partis politiques, à la société civile organisée, de dire qu'il faut mettre dans la Constitution française. C'est un combat, c'est comme l'égalité homme-femme. Or, ce combat-là... Liberté individuelle. Voilà, donc ce combat-là, les premiers à le mener, ça devrait être nous. Or, nous, on a le cul entre deux chaises, tout le temps. Moi, je me souviens... Nous, tu parles des gens des journalistes et des gens de la presse de manière générale, de la communication de manière générale. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que cette espèce de dichotomie de principe que j'entends chez certains journalistes en disant attendez, ça c'est du journalisme et ça c'est du business. C'est fini ça, il faut s'arrêter. Et comment on le perçoit, je vais être caricatural, mais c'est ça, il faut arrêter ça. Quand un type vient voir une rédaction en disant bon, écoutez les mecs, j'organise un truc, j'aurais aimé que... Il y a des gens très intelligents qui comprennent que ça participe de l'expression
démocratique. Et puis il y a des gens qui disent, attendez, allez voir la régie publicitaire. Tu vois ou bien le contraire, tu as la régie publicitaire qui vient voir les journalistes en disant ça c'est du les mecs, ça c'est l'informatif. pour tu autres qu'à tirer, pas tirer le monsieur parce que le monsieur capable de nous manger, ça fait tout monsieur, monsieur nous qu'a tué. Il y a une ambiguïté. Il y a cette ambiguïté, il faut la vivre au quotidien, il faut la discuter, il faut la négocier, mais pour revenir à ta question, il est nécessaire d'inscrire dans une constitution d'une démocratie le financement public d'une presse d'expression libre. Absolument. Comme les partis, comme les partis politiques. Oui, d'accord. Gabriel, je crois que c'est votre directeur général, M. César, Stéphane César, qui a déclaré sur les ondes d'une radio, d'une télé quelconque, on n'est pas là à faire de la pub pour les gens, que surtout que ça marche bien. Quoique. On ne va pas en plus les citer. Il faut tenir compte des mutations, notamment des mutations numériques qui interfèrent sur la diffusion, à cause des problèmes de diffusion, également à cause des problèmes de publicité qui demandent un accès plus large à cette technologie du numérique, quoi, enfin, d'Internet et tout. Quelle est votre position à vous, les journalistes, sur ça? Alors, ce qu'il a voulu, il fait un constat. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une société où la connexion sur Internet, sur différents sites, quels qu'ils soient, aujourd'hui quelque chose d'assez répandu. Et automatiquement, cela réduit la fenêtre d'accessibilité d'un journal papier. Bon. Malheureusement. C'est partout pareil. Bah, c'est général dans le monde. C'est mondial. Bon. La question, c'est comment positionner un journal papier, donc print, comme on dit dans le langage, dans le jargon, comment positionner un print par rapport à l'électronique, donc Internet, de façon à ce que, ayant les deux, l'un ne cannibalise pas l'autre. Absolument. Bon. Toutes les expériences menées jusqu'à aujourd'hui, on va s'apercevoir, je vais prendre le plus récent, c'est le New York Times, qui lui, à 1 an et demi, a mis un plan de développement pour pouvoir mettre en relation les deux. Il a embauché une centaine de journalistes là-dessus. 1 an et demi après, il est licencié. Parce qu'il perd de l'argent sur ce facteur. Il n'est pas le seul. Ce matin, j'ai été appelé, interviewé par un confrère de Guadeloupe qui me dit oui, mais pourquoi vous ne passez pas sur le numérique? Je lui ai dit, mais attendez, on va trop vite là, on a besoin de tous ceux qui sont passés sur le numérique. Ils n'ont plus de papier, mais c'est-à-dire qu'ils ont fermé, ils ont fait faillite, il y a eu une cession, une liquidation. À ce sujet, vous avez quand même une version numérique. Alors, comment se fait cette dualité? Alors la dualité, ça ne dépend pas de nous, ça dépend aussi comment le lecteur perçoit cet élément-là. Toutes les rédactions de France et de Navarre ont, comme toutes les rédactions du monde, en ouvrant une fenêtre Internet, on fait le choix premier de la gratuité. Aujourd'hui, tout le monde vient au payant. Mais ce n'est pas votre cas. Tout à fait. Nous, on est arrivé un petit peu après. On est dans un pays où on aime bien avoir tout pour 0 francs. Oui. Bon. Mais pour parler sérieusement, la chute de vente papier n'est pas compensée par les abonnements en Internet. En numérique. Deuxième chose, dans son propos, et c'est la réflexion que nous avons à mener en interne, c'est comment positionner aujourd'hui l'électronique, lui donner, non pas du contenu, il y a du contenu, mais lui donner une pertinence et une performance capable de soutenir une relation étroite avec l'imprimante, sans que l'un vienne tuer l'autre. Cannibaliser l'autre. C'est ça la vraie réflexion. C'est le défi que nous avons, c'est le défi qu'ont toutes les rédactions du monde. Les rédactions de tous les éditeurs sont aujourd'hui confrontés à ce problème. J'ai cru, oui, ça me revient. Un journaliste, un ex-journaliste qui s'appelle Baudin, et une homonymie avec les Baudins d'ici, et qui monte une petite société de production cinématographique, qui est à l'origine de la création de Libération, m'a expliqué qu'il y a maintenant dans les écoles de journalisme une formation spéciale au journalisme Internet, parce que les canons ne sont pas les mêmes, les principes ne sont pas les mêmes, le calibrage des articles n'est pas le même. C'est tout à fait... C'est pas du copier-coller. On ne fait pas un journal numérique comme on fait un journal papier. C'est pas la même... Il y a une technique à maîtriser. Et puis il y a... Le problème de l'électronique, c'est aujourd'hui le défi de l'électronique et le combat de l'électronique, c'est l'immédiateté, la rapidité. On met quelque chose sur l'électronique. Si on respecte les droits canons du métier, on met quelque chose sur Internet,
c'est quelque chose de solide. Mais aujourd'hui, la rapidité, l'immédiateté, l'urgence d'être le premier à avoir la petite alerte Twitter ou Facebook, j'ai mis. On a eu l'occasion d'en parler ici. Bon, fait que l'élément de fiabilité de l'information disparaît complètement. Mais n'importe quoi. Parce qu'il faut en parler le premier. Aujourd'hui, on regarde, on discutait entre nous, la source d'information. On avait une information, on allait, on la recevait, on rencontre quelqu'un dans la rue, un coup de téléphone, on avait une information, on allait vérifier, et une fois qu'elle a été vérifiée, évaluée et recoupée, paf, on la mettait dans le journal. Aujourd'hui, vous avez une source d'information qui est phénoménalement pour moi dangereuse, Facebook. Oui. L'interlocuteur, vous devez avoir au téléphone, il ne vous appelle même pas, il met son information sur Facebook. Conséquence, tout le monde se précipite dessus sans aller creuser, comprendre le fond. Or, l'électronique, la radio, la télévision, ce sont des éléments d'information, des supports d'information qui sont arrivés après le papier. Le papier a dû chaque fois s'adapter à l'arrivée de ces médias qui ont rogné sur son empire et sur son monopole. Et on est aujourd'hui dans une problématique que tous les téléviseurs papier rencontrent. Comment se repositionner par rapport à ça? Comment être sérieux? Est-ce que Eddy ou Daniel, comme vous voulez, celui qui veut, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, le public est moins exigeant quant à la pertinence, la fiabilité, la vérité de l'information? Parce que finalement, il ne s'agit pas simplement de rouler, de circuler, et puis c'est le ibon comme ça, quoi, informatif. Moi, je pense qu'il faut se replacer du côté du public. Quels sont les besoins, quelles sont les envies? C'est deux choses différentes. Quels sont les besoins? L'individu, quand il se lève le matin, il a besoin d'un certain nombre d'informations pour vivre. Mais qu'est-ce que tu mets là-dessous? La météo Non. Qu'est-ce qui se passe autour de chez moi? Oui. Est-ce qu'il y a de la violence? Oui. Est-ce qu'il y a plutôt des choses positives, des choses négatives? Oui. Comment est le monde? Comment va le monde? Une prise de température avec le monde. Il a besoin de ça. Oui. À différents cercles. Le cercle proche, etc. Nouvelle locale, nouvelle nationale, nouvelle internationale. Ça, c'est indispensable pour vivre. Qui lui donnait ces informations? On ne va pas refaire l'histoire, mais d'abord le papier, ensuite de plus en plus la télé. Alors le papier et la télé se sont partagés à un moment donné, le moment de la journée. Le papier et la radio faisaient le matin, la télé faisait le soir. C'est fini, puisque la télé est venue le matin. Toute la journée. Bon, et puis à partir, 24 heures sur 24. à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a un autre individu qui est arrivé, qui s'appelle Internet, et qui lui a dit, c'est ni le matin ni le soir, c'est chaque minute. C'est tout le temps. Bon. Et puis qui a introduit quelque chose de fondamental dans ce qu'on appelle le modèle économique que Gabriel citait, évoquait, c'est la gratuité. Alors évidemment, ça change le monde. Et ça oblige le support, donc le fameux papier, à se poser la question de la continuité ou de l'arrêt. Mais alors, je t'interromps. Pourquoi les supports papier gratuits ont piétiné, la problématique du support gratuit, c'est pour vivre, il faut de la pub. De la publicité. Il faut de la pub. Or, la pub a migré. La pub, elle va là où le support est le plus efficace, et le plus lu, le plus là où regardé. Le support est le plus efficace. Voilà, donc, le plus regardé. Il y a le panel de visibilité de l'annonce, c'est celui qui offre le plus large. Un journal, c'est, nous, 20 000, 25 000, régional, en métropole, on est dans les 40 000, la nationale, on est dans les 100 000. Bon. Ouais. Télévision, c'est des millions. Des millions. Internet, c'est des millions. Ouais. Alors, la problématique... Il n'y a pas photo. La problématique majeure, c'est l'éclatement du nombre de supports. Je veux dire, les budgets publicitaires, ils n'ont pas explosé. Par contre, le nombre de gens qui sont venus face au même budget publicitaire pour dire « donne-moi un peu de pub », la concurrence, en fait, est énorme. Mais la question qu'il faut se poser pour le papier, nous, on se la pose, France Antilles se la pose, et vous aussi, même si vous n'avez pas le même modèle économique, c'est de dire comment on peut répondre non plus aux besoins, ça c'est mort,
Le besoin d'information, il est couvert par. Mais aux envies, Au plaisir. au plaisir et à la réflexion. C'est là qu'il faut se repositionner. À mon avis, c'est là le champ. Parce que pour vivre. La plus-value Voilà. qu'on peut amener par rapport Exactement. à la mignonneté, la soudaineté et la brièveté. Voilà. Et alors, est-ce que cette plus-value besoin- passe? Est-ce que cette plus-value. Attends. Attends, mais une parenthèse. Est-ce que cette plus-value, comme le croit Gabriel, passe par le sérieux, la pertinence, ou ça passe par autre chose? L'approfondissement. Attends, avant d'aller à la plus-value, il faut expliquer aux gens pourquoi. Pourquoi c'est ça qui peut marcher. Parce que avant, un journal fonctionnait parce qu'il répondait à des besoins, dont des besoins, c'était des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires. C'est fini. Là, un journal doit se dire, bon, c'est fini, je ne vais plus vendre à 75 000 exemplaires. Je vais vendre à 5 000 ou 10 000 exemplaires. Mais, je serai beaucoup plus cher. Ça ne va plus être 1,40 €, c'est terminé. Je vais paraître peut-être plus au quotidien, parce qu'au quotidien, je suis désolé, les gens, ils ont ce qu'il faut. Je vais peut-être être un hebdomadaire, plus long, moins fréquent, mais plus cher, plus costaud. Et puis surtout, je n'ai plus besoin de vendre. En face de moi, j'ai plus 1 million de personnes. Mais par contre, je peux avoir 20 000 personnes en Martinique Fidèle. qui disent, Qui paient. oh, moi, je veux aller plus loin. Je vais mettre 20 € dans un journal tous les mois. Et vous vous rendez compte, ça fait 20 €, ça fait 400 000 € par semaine. Et là, ils vont gagner 10 fois plus de fric. Enfin, si ce modèle-là est construit, ils vont gagner 10 fois plus de fric que quand ils étaient quotidiens. Mais c'est un choix, il faut. Je dis tout de suite. Il n'est pas question aujourd'hui de réfléchir à une augmentation du prix de France Antilles. En tant que quotidien. En tant que quotidien. Non, justement, on va arriver. Ouais. 2, on est toujours quotidien. Il n'est pas question de revenir hebdomadaire. Oui. Parce que les trucs vont partir dans tous les sens. Je vois la réflexion d'Eddie, mais bon, soit c'est précis, c'est clair. C'est pas une réflexion sur France Antilles. Non, mais Eddie, En général, C'était une approche globale. Oui, mais que les choses soient claires. Tu as dit, qu'est-ce qui nous fait croire que la plus-value, c'est ça notre richesse? Est-ce que les gens ont réellement besoin de ça? Est-ce que les gens sont pour... Je vais juste Oui, répondre là, voilà. par un exemple Est-ce précis. que les gens ont envie de ça? On a publié, il y a quelque temps de ça, la 51 de France Antilles, à travers 50 ans de France Antilles. Nous avons fait un tirage, si j'ai souvenir précis, de 25 000 exemplaires. Il ne reste plus un seul disponible. Oui, mais la conclusion? Ce que je veux dire, c'est que ce journal, c'est la référence de l'histoire de la Martinique ces 50 dernières années. Oui, d'accord. Mais tu fais un coup comme ça. Non, mais Ouais. donc tu fais un coup. Oui, on a fait un coup. Mais cela veut dire. Et la fois d'après, tu Mais fais. quand on regarde, aujourd'hui, oui, nous vendons beaucoup moins qu'avant. Mais si on n'était pas le journal qui amenait une plus-value par rapport à toutes les sources d'information d'aujourd'hui, il y a longtemps qu'on aurait disparu. On est toujours sur une vente et on a toujours un lectorat parce qu'on est dans un travail qui est différent de l'immédiateté et de la brièveté, parce qu'on doit amener des éléments complémentaires pour enrichir et pour alimenter la réflexion et la prise de position. Alors, ce qui veut dire que vous allez dégraisser le mammouth, On va dégraisser le mammouth. que vous allez être beaucoup plus fonctionnel. On va dégraisser le Vous mammouth. aurez des coûts. Ceci étant, on va dégraisser le mammouth, mais le mammouth ne va pas dégraisser à n'importe quelle condition et parce qu'il faut le dégraisser à tout prix. Il faudra le dégraisser de manière intelligente. C'est évident, pour Humaine. ne pas avoir recommencé dans 5 Voilà. ans ou dans 10 ans. OK. Je voudrais juste ajouter deux choses. Fais donc. mon cher. D'abord, je pense sans être dans les arcanes de France Antilles, mais puisqu'on en parle, qu'il faut aussi redéfinir, comment je dirais, non pas le rôle de France Antilles, mais les satellites de France Antilles. Les satellites, c'était par exemple TV Magazine, qui a disparu, qui faisait, enfin, de mon point de vue, concurrence à France Antilles Magazine. J'ai jamais compris pourquoi il y avait les deux. Bon, chacun ayant son intérêt, mais ils empiétaient, disons, sur le même Sur le lectorat. marché. Créola, bon, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais ça veut rien dire. Il me semble qu'il y a encore une autre publication. Quand on diversifie comme cela les publications, il me semble qu'on se confronte justement à des coûts qui ne sont pas compensés par l'achat que peut faire le lectorat.
Il me semble. Non, mais je pense qu'à l'époque, c'était une politique d'occupation du terrain. Mais je suis d'accord. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que le public demande, a besoin d'infos, envie d'infos, etc. Ou envie d'infos? Le public a besoin de savoir. Mais c'est surtout une question de confiance. Et c'est là qu'on revient à la notion dont Gabriel a parlé tout à l'heure, d'approfondissement, de réflexion, etc. Il y a l'immédiateté d'une information, et puis il y a la réflexion qu'on peut avoir à côté. Quand on dit réflexion, c'est pas un truc élitiste. Ça veut dire des clés pour comprendre. N'est-ce pas? Parce que la personne qui écoute une info à la radio, à la télé, ou qui lit une info, doit faire confiance à celui qui lui a donné l'info. Absolument. Si elle n'a pas confiance de cette info, elle laisse tomber. Donc, la responsabilité du print ou de l'audiovisuel ou d'Internet, c'est d'être fiable sur les infos qu'il donne. Et ça, c'est quelque chose qui, je suis d'accord avec Gabriel, qui se perd avec la course à la vitesse, qui devient précipitation. L'écrit, y compris dans un quotidien, doit, à mon avis, se démarquer de cette tendance-là. Très bien. De cette fuite en avant. Tu as eu le dernier mot. Je voudrais vous parler du conflit CGTM-SOEM qui occupe les mairies. Et un aspect intéressant, c'est que d'abord, c'est ce conflit entre des travailleurs qui demandent le versement de leurs primes, comme à Casse-Pilote, où le principe du versement de ces primes a été supprimé ou suspendu parce que Casse-Pilote n'a pas les revenus, et là c'est un cas typique, n'a pas les revenus escomptés tirés du versement d'une taxe que versait EDF et qui est reversée à Bellefontaine. Et puis le poids donc des budgets salariaux et des traitements et salaires sur les municipalités, et puis l'irréductibilité, voilà, c'est sorti. Des syndicats qui disent, moi je veux mes salaires, je veux mes versements, il faut... Bon, là, je ne prendrai pas la position pour dire qu'il faut un principe de réalité, et puis qu'il faut que ces syndicalistes baissent leur pavois. Mais ce qui m'intéresse, donc ce n'est pas cet aspect-là, c'est qu'ils font leur boulot, et les maires en face disent, j'ai pas l'argent, il y a un conflit, puis on trouve une cote mal taillée, ils trouveront bien, c'est le principe même du conflit. Mais ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant, si vous voulez vous interroger sur ça, c'est la prise de position de l'association des maires qui, toute tendance et obédience politique confondue, on dit, et puis ils sont intervenus, et puis ils sont tous montés au créneau, et puis en ayant, et puis le bon journal que France-Antilles s'est appliqué à citer les voix diverses, le maire de Rivière-Pilote, Mme Casimirius, les intervenants, absolument, qui tous ont tenu à prendre la parole pour bien montrer qu'ils s'opposent à ces demandes de salaire, et qu'en tant que maire, alors derrière ça... C'est pas les demandes de salaire. Il demande d'augmentation, d'avantages. Il y a eu un problème de prime à Casse-Pilote, mais ce n'est pas ça sur tout l'ensemble des communes. Ouais. Le problème principal, le socle commun de cette mobilisation sur les communes, c'est l'aménagement du dispositif des rythmes scolaires. Ça, voilà. Ceci précisant, ces maires ajoutent quand même qu'à chaque commune s'ajoutent des demandes. Ça joue son truc, c'est évident. Bon, alors, derrière ça, donc, cette prise de position commune, collective, uniforme des maires, est-ce que ça préfigure pas une sorte de pouvoir de l'association des maires? Vous voyez ce que je veux en venir? Je vous laisse parler, je vous ai mis sur une piste. Est-ce que... Pas du tout. Dis-moi. C'est ça que tu vas dire. Vas-y, Eddy. Bon, je ne vais pas... Non, traduire la pensée de Gérard. Non, pas du tout. Je ne vois pas. Traduction de... Je ne voudrais pas. Un pouvoir qui n'a pas équiné. Je pose une question. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, cette idée est intéressante parce que, je finis ma phrase, je ne voudrais pas paraphraser le colloque que nous avons eu la semaine dernière sur les notions même de mutation. Et ce qui est intéressant, c'est une mutation de l'attitude générale de la classe politique par rapport aux autres, on va dire, composantes de la société civile. Et il n'y a pas que ce signe-là. Nous, on voit, à travers les études qu'on mène, on voit cette montée d'une espèce de corporatisme qui s'affranchit de toutes les dissensions politiques. Pour une raison qui est simple. Les maires le collège des maires a été profondément renouvelé. On l'a dit ici, chaque élection, les 3 dernières élections municipales, donc les 18 dernières années, chaque élection, il y a eu 10 maires changés.
sur 34. Voilà la réalité. OK? Donc, forcément, il y a une nouvelle génération. Forcément, il y a des gens qui sont mieux formés à leur boulot de maire, pas à leurs études, etc., à leur boulot de maire. Autour d'eux, il y a des gens qui sont mieux formés à leur travail. Et ils se sont rendus compte de quoi? Qu'il y a une chose imparable. C'est que avant, le maire était indispensable parce que dans l'environnement concurrentiel du maire, il n'y avait personne. C'était le maire ou rien. Aujourd'hui, c'est fini. Le maire, c'est l'une des composantes de la réponse du citoyen. Moi, monsieur, si monsieur n'est pas capable de faire la bonne, moi, l'autre monde. Et l'autre monde, c'est qui? Ça va du conseiller régional. Il faut voir ça là-haut. Hein. Ah oui. Il faut voir ça là-haut. Je veux dire, les mecs, ils sont des maires en puissance parce qu'ils reçoivent des centaines de personnes dans l'année. Des centaines dans l'année. OK? Comme ils sont 41, imaginez le nombre de personnes qu'ils reçoivent au total. Jusqu'au groupe de prière. Le groupe de prière dans l'entreprise ou dans l'organisme public trouve une solution pour l'individu. Donc le maire, il est marginalisé. En plus, eux-mêmes élus sont en train de s'auto-dépecer de leurs responsabilités. En clair, la future loi, qui n'est pas encore totalement votée, sur la territorialisation, etc., va enlever aux maires un certain nombre de pouvoirs. Donc, les maires se sont enfin résolus à dire, bon, écoutez... Affaire du collectif. On va arrêter les trucs, OK? Alors, il y a aussi un autre élément qui est venu donner du grain à moudre à cette espèce d'idée générale. C'est le travail qu'ils ont réalisé au cours des 20 dernières années, et encore, peut-être que je vais trop loin, les 10 dernières années, dans les communautés de communes. Ça les a vraiment aidés à comprendre qu'ensemble, on est plus fort. Ils pouvaient être plus efficaces. Daniel, Moi, j'ai un point de vue différent qui ne met pas en cause ce que vient de dire Eddy, mais moi je me place du point de vue syndical. La CGTN, SOM, ce n'est pas par hasard qu'elle est partie, comme j'ai lu quelque part, en croisade. Oui, il y a des élections bientôt. Voilà, il y a des élections professionnelles à la fin de l'année 2014. Il faut prouver, montrer qu'on est sur le terrain, qu'on est les meilleurs défenseurs. Les plus revendicatifs. Les plus revendicatifs, c'est pour ça que pratiquement toutes les communes y passent les unes après les autres. Aujourd'hui, c'était Sainte-Anne, je crois. Toutes les communes y passent les unes après les autres. En août, ça a été Basse-Pointe, puis il y a eu Le François, il y a eu, bon, etc., etc. Mais sur cet aspect de prise de conscience collective des maires et d'un abandon des clivages politiques et des idéologies, telles que par exemple les élections qu'il y a eu récemment à l'association des maires, où ils se sont partagés les postes Moi, je vois ça plutôt... Démocratiquement, dirait-on. Démocratiquement, oui. C'est ça la démocratie. Je vois ça plutôt égalitairement, on va dire. Comme une résistance vis-à-vis de ce dépouillement dont tu parlais tout à l'heure. Et puis à l'horizon, ils ont un truc qui vient dessus, voilà. là. La CTM, voilà. ça va les impacter. Hein. Voilà. La question que tu poses, bon, les maires font bloc parce que, comme l'a dit à cette conférence de presse, je crois que c'est Eugène Larcher, et ceci appuyé par Maurice Bonté, président de l'association. Enfin, quand les syndicats viennent à la mairie et qui commencent à barrer tout, qui réclament, ils ne s'adressent pas à un homme politique, ils s'adressent au maire. Mais panique ou les politiques. Donc eux, ils répondent comme responsables d'une commune et en face à eux... De service public. De service public. Ouais. Voilà. En fait, l'argument développé par les uns et les autres. Ouais. Barrer une école, barrer une commune, barrer l'entrée d'un bourg, c'est la sécurité des gens qui en causent. Qui est responsable de la sécurité? Le maire. Le maire. On ferme l'école, on ferme la mairie, on empêche aux gens. Qui est responsable de la sécurité? Le maire. Tout, c'est le maire. Il y a la responsabilité publique et civile. Ils ont annoncé des mesures qu'ils vont prendre. Qu'est-ce que le maire peut faire face à ça? Qui a annoncé des mesures? Le syndicat. Ils ont annoncé qu'en réalité, il ne laisserait plus leur collègue en difficulté, il y aura un bloc qui viendra le soutenir, qui pourrait le soutenir. Bon, ceci étant, la conférence était la semaine dernière, il y a eu 2 communes, les choses se sont passées de manière un peu plus
moins virulente et moins visible que jusqu'à Casse-Pilote et Hans Darley. Bon, les choses semblent s'aplanir. D'autant que les revendications s'ajoutent au fur et à mesure. Et bon, et en réalité, on s'aperçoit que bon, on signe et puis c'est réglé. Il y avait Sainte-Anne jeudi, qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine? On ne sait pas. Ils font le tour des communes. Mais tu parlais de pouvoir des maires, c'est aussi le pouvoir à l'intérieur du syndicat. Voilà. N'oublions pas cet épisode. Voilà. Comment peut-on gérer une commune, faire quelque chose, quoi, et faire à l'occasion c'est le fameux mensonge politique, à l'occasion d'une campagne promettre moins merveille, quand on a 70% du budget qui va passer dans les traitements et salaires? Comment peut-on être crédible quand on fait ça? Bon, c'est une question idiote, j'ai la réponse. Il faut être un peu plus imaginatif, c'est tout. Parce que bon, le monde n'est pas né il y a 20 ans. Hein. Il faut aller prendre l'argent là où il est. C'est parce que le maire va aller prendre l'argent par des impôts. Par des impôts. Non, pas forcément. Un maire va prendre, on en discutait, alors ceux qui ont raté ce colloque-là, c'est dommage pour eux. Les alternatives. Autant de mépris. On va t'envoyer. Je t'ai déjà envoyé. Mais on va en parler tout à l'heure. Voilà. Il faut chercher l'argent là où il est, de manière intelligente en plus. Alors évidemment, c'est complexe. Mais l'une des solutions, elle est extrêmement simple. C'est de dire qu'à partir du moment où on veut investir, c'est bien ça, les maires disent, vous inquiétez pas, on va reconstruire l'école maternelle. Mais construire une école maternelle, ce n'est pas forcément un boulot fait en régie par les équipes municipales. Par les équipes municipales. Ni par appel d'offres et tout ça. Voilà. En France, il y a des écoles maternelles, il y a des collèges, il y a des lycées, il y a des... ici, il y a eu un centre des impôts, okay. Il y a un TCSP qui sont construits en partenariat public-privé. Donc, ceci étant... C'est l'une des solutions, mais il n'y a pas que ça là. La problématique des agents municipaux, c'est justement ça. Le maire va engager des investissements, construire des écoles, il y aura des aménagements de voirie et compagnie, mais eux, ils voient qu'il y a des agents municipaux qui sont en mairie, ça fait 12 ans, 15 ans qu'ils sont là, ils ne sont pas titularisés, ils n'ont pas de garantie de l'emploi, et la réflexion est, ou pas qu'à, le salaire, l'argent, ou pas qu'à titulariser, mais on va construire le bagaille. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui est en situation de salarié précaire dans une collectivité d'avoir un raisonnement qui va séparer le fonctionnement de l'investissement. Donc les mairies, ce que demandent ces syndicats, au-delà du visible et de ce qui est un petit peu le côté spectaculaire, ostentatoire, exagéré. C'est simplement la problématique, c'est que vous établissez des plans sur l'aménagement du territoire, mais vous avez un problème social qui est là. Commençons par régler le problème social. La conséquence, c'est que les salaires représentent 70% du fonctionnement et qu'à un moment, les mairies n'en peuvent plus. Oui, parce que... Mais qui va répondre, et c'est la question lassante qui est là depuis 40-50 ans, qui va redonner la réponse sociale à un questionnement de base? Vous avez une population qui est là, qui n'a pas de travail, on fait quoi? Qui a la réponse parmi vous, messieurs? La réponse, c'est dans le temps. Ouais. La réponse, c'est dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de se précipiter pour trouver des solutions immédiates. Il n'y a pas l'argent pour ça, il n'y a pas les moyens pour ça, il n'y a pas des ressources pour ça. C'est pas la peine. Chacun devra faire des efforts. Il faut quand même se rappeler une chose. Il est légitime que des gens aujourd'hui puissent dire « Attendez, on veut être titularisé. » Parce que ça correspond à une augmentation de leur revenu de 40%. Si par juste un jeu d'écriture, on décide que tu passes de 100 à 140... Tu vas le demander. Tu vas mettre la pression pour le faire. Surtout quand la loi dit que tu es éligible, que tu as droit à ça. Simplement, il faut que les gens qui veulent ça, et c'est parfaitement légitime, puissent se rappeler que le maire de l'époque qui les a embauchés n'avait pas obligation ni de pression quelconque pour les embaucher. Il y a eu déjà cette embauche qui les a sortis d'une situation de misère, de précarité, et c'est déjà un effort. Et aujourd'hui, il faut effectivement partager, et tu as raison, partager entre faire monter
en titularisation un certain nombre de gens et un certain nombre de communes et aménager n'ont le pas de territoire. problème parce qu'elles ont dit qu'elles vont le faire et elles le font. Sur un temps. le temps. Sur un certain temps, le temps. Ok. Et il ne faut pas oublier que ces salariés municipaux, même précaires, apparaissent en même temps comme des privilégiés par rapport à la population sans travail. Est-ce que les syndicats sont à même d'écouter un tel langage, même à la veille de consultations électorales et syndicales? En interne, beaucoup de choses se passent. Il n'y aura pas de provocation. Non, mais je demande. C'est vrai que là, par exemple, dans les 2 mois qui viennent, on va être dans la surenchère totale. Ouais, il y aura une soude. C'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, ce qui est phénoménal dans la démocratie, c'est la multiplication des lieux de dialogue, et de confrontation, mais de dialogue. Même Tout si le ce monde... sont souvent des dialogues de sourds. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas le choix. Soit c'est ça, soit c'est la dictature. Ouais. Qui ça nous préférait? Ouais, ou le déchoucage, ou les déchoucage, pneus voilà. qui brûlent. Donc allons continuer comme ça. Sur le rapport de force permanente, mais Ah il y a un point de vérité. Salaire, augmentation, fonctionnement, là, nous, pas l'argent. Niveau de vie. Niveau de vie. Et puis, heureusement. Messieurs, à l'Assemblée mensuelle des militants du MIM, vendredi soir, à laquelle tu étais Comme d'hab, puisque tu as mis ça. Je fais mon travail. Alfred Marie-Jeanne a appelé sa candidature inéluctable à la collectivité unique avec une liste d'union. Jean-Philippe Nilor a également réitéré son soutien indéfectible au président du MIM. Le journal France Antilles, encore lui, mais il nous accable, Décidément. a mis en ligne 2 vidéos, la déclaration réitérée de candidature d'Alfred Marie-Jeanne, comme je l'ai dit, et une analyse de Jean-Philippe Nilor sur les conditions de l'union requises pour gagner la collectivité. Tas de questions. D'abord, pourquoi c'est vous qui avez fait ce boulot-là? Pourquoi c'est pas fait par la... Pourquoi c'est pas les autres qui ont fait ce travail-là? Donc c'est la mise en image. C'est une question foutage de gueule. Alors, bon, est-ce C'est que... un groupe multimédia. Oui, c'est vrai. groupe multimédia. On a un site, et sur un site internet, vous pouvez mettre de la vidéo. Il se trouve que la vidéo, c'est toute simple, c'est pas une caméra. Hein. Aujourd'hui, les appareils photo vous permettent de faire Oui, de la vidéo. mais non, mais c'était un peu comme tu me réponds au premier degré. Ben, je te réponds C'était au la premier degré provoque. parce que comme tu poses une question qui se veut ne pas être du premier degré, mais qui est du premier degré, donc je reste ouvert. Oui, d'accord. Bon, alors, mais les tout ça questions. pour dire que, oui, on l'a fait parce que C'était intéressant. était les seuls. C'était intéressant. Mais c'était c'est intéressant. bizarre que c'est intéressant. En tout cas, c'est bien. Nilor, en fait, bon, ça C'est bien, et d'ailleurs, tu as à la prochaine émission, on va, avec votre autorisation, on va les passer dans le cadre de votre émission. En fait, Nilor, on l'a passé pourquoi? Parce que bon, il y a le début de la vidéo. Il répond à la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Jean-Philippe, avec A0? Avec un zéro, c'est ça. Et là, il répond. Oui, alors justement, en parlant d'A0, est-ce que vous pensez que, parce que Nilor c'est targué de pouvoir faire l'union, en expliquant qu'il faut faire l'union, d'A0 à l'autre bout, quoi, enfin, de tout ce qui ne compose pas l'Alliance pour une Martinique nouvelle. TSL, Voilà. tout sauf le Chili. Ouais, oui. Est-ce que, oui, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous pensez, alors, souvenez-vous de la déclaration d'A0, du discours d'A0 à la fête nationale, à l'ouverture de la fête nationale, où il a expliqué que le seul ticket Tu la fête nationale? de la fête communale. Communal. Communale. De la République Communale, autonome de communale, de Saint-Paul. Paris. Ça, c'est un lapsus révélateur. Révélateur. Non, mais je pense que c'est depuis Landino que j'ai ce genre d'information par rapport à Sainte-Marie. Depuis Guy Landino. Si m'entend, il va sourire. Oui. Alors, je vous disais, Bernard Bruno Nestor A0, est-ce que vous pensez qu'il, malgré tout le charme et toute la sympathie, l'amitié qu'il a pour Jean-Philippe Nilor, est-ce qu'il va accepter de faire partie de cette union? Est-ce que vous pensez que les conditions seront réunies? Est-ce que le fait, à la mi-août, le fait d'avoir longuement et lourdement, et c'était bien repris par votre journal, expliqué qu'il ne connaît qu'un seul ticket possible, c'est avec Nilor, était peut-être une façon d'emblée de réfuter toute possibilité ensuite de soumission à une autorité? Vous voyez de qui je veux parler. Si vous ne saurez pas qui, je dirai de qui. Dans un spectacle, il ne faut pas donner la fin tout de suite. Dans un film, on ne donne pas le dénouement Faut du au suspense, début. faut du suspense. Là, les types, ils sont en train de nous jouer un film qui va durer 6 mois. Allez, si on pousse un peu, 8 mois. 8 mois, ouais. Et puis à la fin, il y aura... Ah, pourquoi mais ce on connaît film déjà... Mais pourquoi ce film? Il joue les places, il joue les Non. meilleures places, qu'il y aura un peu d'élus, c'est ça ou quoi? Non. Il prépare... Le film est fait pour préparer l'avenir. Et donc,
tu peux pas tuer toutes tes chances de changement, de renouvellement, de virevoltage. De mutation. Mais oui, si tu dis là, je ne serai pas candidat, définitivement, et d'ailleurs je l'écris, je vais dans Fonsanti, j'écris, et puis faites une photo, ben, si tu dis ça, c'est fini, tu n'as plus aucun rôle à jouer. Tandis que si tu dis oui, mais bon, je fais ça avec seulement, mais bon. La phrase type de cette espèce de mise en scène, c'est celle de Claude Lise sur l'antenne de RCI qui dit, voilà, à la question « Est-ce que vous allez faire votre liste ?» il répond « Je vais faire ma liste, quoi qu'il arrive, sauf, formidable, catastrophe naturelle. » Et quand on lui dit « Mais c'est quoi une catastrophe naturelle ?» il dit « Il peut y avoir plusieurs cas de catastrophe naturelle. » Plusieurs degrés. Donc, rien que, quoi qu'il arrive déjà, c'est effacé par sauf cas de catastrophe naturelle. Et puis tu ouvres la boîte. Cas de catastrophe naturelle, tu t'attends à trouver un ou deux trucs, quoi. Genre, par exemple, si je meurs, de toute façon, je ne peux pas faire ma liste. Ou si la nation est en danger, je fais l'union. Non. Si machin, qu'a crié, machin, si. Non. Plusieurs degrés. Arrêtez, quoi. C'est un cinéma classique des qui dure longtemps. Des mauvaises langues disent que Nestor Azero prépare son glissement vers l'ensemble de chimie parce qu'il a d'emblée fait comprendre qu'il ne veut pas aller se plier à la discipline ça s'appelle ménager la chèvre et le chou. Ah bon? Comme disait Eddy, c'est un cinéma qui va durer au moins 8 à 10 mois. On est là pour octobre 2015. Plus précisément, dans le cinéma, parce que vous voulez absolument... on fait du oulé. Mais tous ceux qui font de la politique font du cinéma. Le maire fait du cinéma, Juppé fait du cinéma. Alors arrêtez de pointer du doigt cet aspect... Attention, on l'a dit, c'est la politique. Non. Le cinéma sert à préparer l'avenir. Voilà. Bon. C'est une mise en scène pour des choix qui sont qui seront faits à un moment donné. Gabriel, il n'a jamais... Daniel n'a pas fait une réponse. Non, mais il m'a dit que pour lui, c'est du gros guignol. Bon. J'ai pas dit ça. J'ai dit du cinéma. C'est pareil. C'est pareil. Non, monsieur, le gros guignol, c'est du théâtre. D'abord. Attends, il y a un élément quand même. Quand je parlais d'avenir, il y a quand même un élément fondamental. Il faut quand même rappeler ça aux gens. Le conseil exécutif qui va diriger le pays. Pourquoi tu me touche comme ça cette question? Ah bon, d'accord, ouais. Continue. Le conseil exécutif, que je me plais à appeler le gouvernement chaque fois pour taquiner un peu Gabriel, le conseil exécutif, c'est-à-dire les gens qui vont exercer grosso modo le pouvoir dans cette CTM, donc collectivité territoriale de Martinique, aucun maire ne peut en faire partie. Oui, puisqu'il y aura bon. 2 ans après l'institution de cette CTM, les gens qui sont maires et députés ou sénateurs devront renoncer à l'un ou l'autre des mandats. Les gens qui sont, parce qu'il y en a quelques-uns, qui sont candidats déjà à cette fameuse CTM, devront eux-mêmes, à la présidence, je parle à la présidence, certains devront renoncer à un certain nombre de leurs mandats. Ok ? On ne peut pas être président de la CTM et député. On est d'accord, ni sénateur. Bon, donc, l'heure de vérité va arriver dans quelques mois, mais il faut mettre toutes les chances de son côté. Tu ne peux pas arriver dans un... On parlait du dialogue tout à l'heure. Tu ne peux pas arriver dans un truc en disant, mais c'est ça, voilà. Tu es obligé de faire semblant, de lancer des pistes, des fausses pistes, etc., de manière à piéger ta future victime. J'ai 2 questions. Je répète encore. Est-ce qu'Azéro a cru un instant, une seconde, que son bon ami Jean-Philippe Nino, qu'il voit tous les jours et qu'il mange à la cafette de l'Assemblée, accepterait de faire un ticket avec lui? Je ne prends jamais les hommes politiques pour des naïfs, et encore moins pour des têtes. Voilà, tu me réponds, je suis content. Chacun tire la couverture à soi et essaie de voir, lance ses pics pour voir comment les choses se comportent. Ce qui rend les choses peut-être pittoresques, mais qui les rend un petit peu délicates pour tout le monde, c'est quand on regarde les élections municipales qui étaient l'enjeu de base pour la collectivité unique, quelle est la formation politique qui peut dire « j'ai gagné les élections municipales » Personne.
encore moins le MIM, où les élections municipales, Dixit, Alfred Marie-Jeanne, dans toutes ces réunions mensuelles et dans toutes les présentations de listes estampillées MIM, les élections municipales, c'est la première étape pour la collectivité. Conséquence mathématique, électorale claire, le MIM n'a pas gagné une mairie, elle a même perdu la somme qu'il tenait. Et deux, le MIM qui était en 2008 rentré au conseil municipal de beaucoup de communes du Sud est ressorti. Est sorti. Le RDM, lui, n'a pas gagné une, mais tous les maires inscrits, qui étaient déjà maires avant le RDM, ont à peu près les 3/4 gardé leur mairie. Bilan, 0, égal. Le PPM, lui, il a gagné quoi? Une petite mairie ou deux. Qui ça? Lorrain. Lorrain gagne? Non. Parce que ça, je me suis pas fait Basse-Pointe. La seule commune, Basse-Pointe. la seule commune gagnée par le PPM, et de manière un petit peu étonnante pour les observateurs, on l'a jamais vu venir, je ne l'ai jamais vu venir, c'est Basse-Pointe. Oui. Basse-Pointe. Font-Saint-Denis, C'est un lapsus. bon, le maire Henri Romana, bon, est venu membre du PPM, mais Henri Romana était, disons, la victoire était, j'allais dire, ça va faire plaisir aux autres, était un peu annoncée. Font-Saint-Denis, c'est combien d'habitants? Bon. Personne n'a écrasé cette élection municipale. Mais ceux qui faisaient de cette élection, la base de lancement, la rampe de lancement pour 2015, collectivité unique, ratée. D'où les complications d'aujourd'hui. Donc les jeux sont Et du ouverts. coup, complication d'aujourd'hui, il n'y a pas de leader qui se dégage, chacun veut revendiquer la place de leader. Ouais, mais bon, le marché, il est. Mais le il marché pas est encombré. détroit. Bon. Il n'est pas encombré. Hein. La vraie question, est-ce que l'heure du changement dans le camp du MIM, des Patriotes et du RDM était arrivée? On aura la réponse. En ce qui concerne, du moins, le RDM, ses aïeux, on aura la réponse dans quelques temps. Mais chez les MIM, la question ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas l'heure de remplacement a sonné. Il n'a pas sonné, loin de là. Simplement, c'est que, et Alfred Marie-Jeanne l'a dit, répété, l'a répété avec sa verve et avec son bagou et avec son autorité, on va dire. sa verve. Malé gagne et pio, mais il peut pète sans moi. Cela veut dire qu'il est conscient. L'avocat chute était magnifique. Répète. Sans liste d'union, Répète la phrase de Marie-Jeanne. Malé gagne et pio, mais il peut pète sans moi. Madame, mademoiselle, vous avez vu la chute, la finale de monsieur. Quel comédien, ce gagnant. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça te va bien, Gabin.